Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Antoine, a.k.a. Dude, King Dude ou God Dude pour ceux qui aiment. Je vais vous présenter aujourd'hui, ma conférence elle porte sur les web components, donc composants web pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ça commence maintenant. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les composants web? Je vais vous répondre que la première utilité d'un composant web, c'est de cacher la complexité. Alors en fait, les composants web, c'est des éléments qu'on va pouvoir inclure dans nos pages web et réutiliser de manière très simple et très efficace. À quoi ça sert? Ça sert déjà à éviter d'avoir des gros fichiers HTML. On va pouvoir découper nos fichiers dans des éléments indépendants et modulaires. Alors, ce que vous pouvez imaginer, c'est un fichier HTML, donc il va contenir du contenu HTML, du CSS et du JavaScript. Et bien, ce fichier HTML, on va pouvoir l'importer dans une autre page et le réutiliser de manière très simple. Donc, je fais ici un peu l'analogie avec un bloc de Lego pour vous redire encore une fois que les web componentes, ça va être des éléments facilement réutilisables qu'on va juste poser dans notre page parent et qui seront indépendants, qui ne vont pas influencer leur environnement. Je vais faire un peu d'histoire pour vous expliquer comment les composants web sont arrivés. Alors ce qui est intéressant, c'est que les composants web, ça arrive vraiment avec l'évolution du JavaScript. Donc, le JavaScript, c'est ce langage côté client qui est né un 5 décembre 1995, juste 2 jours avant moi, pour ceux qui veulent connaître la date de mon anniversaire. En fait, si vous faites le calcul, c'est aujourd'hui. Et donc, le JavaScript, il servait à quoi? Il servait à manipuler le DOM de nos pages web. Le DOM de nos pages web, c'est l'architecture, l'arborescence de notre page web. Donc, jusque-là, rien de miraculeux. En 2006 arrive jQuery. Alors jQuery, c'est le premier framework populaire JavaScript, qui nous permettait vraiment d'enrichir les interactions avec le DOM, avoir des interfaces prédéfinies. Bon, ça a pas mal amélioré un peu le développement côté client. Entre-temps, on a eu pas mal de frameworks, d'outils qui sont sortis. Je peux citer Ext.js, Backbone.js, qui servaient tous les deux à faire des applications web. Mais je vais vous parler surtout de Node.js. Node.js, c'est pour la première fois un outil qui nous permet de faire du JavaScript côté serveur. Alors c'est très intéressant, déjà parce que c'est un framework, c'est un outil puissant. Mais en plus, il arrive avec NPM. Et NPM, c'est le gestionnaire de paquets que tout le monde utilise aujourd'hui. La communauté est très active, donc sur GitHub, on peut avoir plein de paquets que vous téléchargez et que vous utilisez comme vous voulez. Bref, la même année, AngularJS sort, et AngularJS, c'est le framework qui permettait de faire des SPA, les Single Page Applications. Donc les Single Page Applications, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est des applications web dans lesquelles on charge toutes les vues côté client d'un seul coup, et on a un routing côté client qui nous permet de changer de page de manière instantanée. Et donc après, on n'aura plus besoin. Les seules requêtes qu'on a besoin avec le serveur, c'est pour charger de la data supplémentaire. Ce qui est intéressant avec AngularJS, c'est que pour la première fois, il implémente ce qu'on appelle des directives. Et donc les directives, c'est un peu l'ancêtre du composant. C'est-à-dire c'est des éléments de notre page qu'on va définir dans un fichier qui vont être facilement réutilisables. Donc, c'est un peu l'époque à partir de laquelle on marque une certaine hype autour du JavaScript. Et le JavaScript, il devient assez puissant, assez populaire. Assez beau aussi. Donc, ça marque vraiment une entrée dans laquelle on a vraiment une montée du JavaScript et de manière générale du développement front-end. C'est-à-dire qu'à partir de ces années-là,
et ben, on a un vrai métier de développeur front qui émerge. Et avec l'arrivée des premiers ancêtres du composant, on a d'autres frameworks populaires qui implémentent cette idée de composant. Alors notamment on a React, qui est fait par Facebook, Angular, qui est fait par Google, et Vue.js pour les plus connus. Le problème avec ces frameworks-là, c'est qu'en fait, ils implémentent un peu cette idée de composant, mais à l'intérieur uniquement de leur outil. C'est-à-dire qu'un composant qu'on va créer avec React, eh ben, il sera valable que dans un projet React. Ça va poser problème au niveau de la réutilisabilité de notre composant. Sachant que la réutilisabilité de notre composant, c'est un peu un des avantages principaux des composants web. Donc pour pallier à ça, on a un standard qui est en train d'émerger, c'est le standard des composants web natifs, et qui norme en fait la manière de créer des composants web qui vont être réutilisables par tout le monde et qui ne vont pas être dépendants d'un framework. Vous allez me dire, mais c'est bien tout ça, mais à quoi ça ressemble un composant? Et ben, je vais vous montrer tout de suite, parce que pour la présentation, j'ai conçu une petite application web. C'est une to-do list, donc rien de bien compliqué. D'ailleurs, les couleurs rendent dégueulasses sur l'écran. Bon, vous savez à quoi ça sert une to-do list, ça sert juste à avoir une liste de tâches dans laquelle on va pouvoir ajouter d'autres tâches à faire et les supprimer quand on les aura faites. Voilà pour la to-do list. Je vais vous montrer donc un premier composant. Alors ce premier composant, je l'ai appelé Element Task. Et Element Task, à quoi il va servir? Il va me servir à afficher une tâche. Et à chaque fois que je veux incrémenter ma to-do list, je vais instancier ce composant. Donc, à chaque fois que j'envoie le formulaire là en bas, j'instancie Element Task. Et je lui passe en paramètre le nom qui va bien, par exemple manger pour celui que je vous montre ici. Si on regarde d'un peu plus près mon composant Element Task, on se rend compte qu'il est lui-même composé de deux composants. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que les composants web, c'est quelque chose de très modulable. Il y a des gros composants web, des petits composants web. Ils peuvent être nestés, c'est-à-dire qu'on peut avoir un ou plusieurs composants à l'intérieur d'un autre composant. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut en revenir à l'analogie que j'ai fait en début de présentation avec le Lego, c'est que c'est vraiment des éléments facilement réutilisables. Donc là aujourd'hui, le sujet principal en fait de ma présentation, ça va être le standard dont je vous ai parlé à la fin de l'évolution de JavaScript. Le standard qui va nous permettre de réutiliser des composants web pour tout le monde. Et donc ce standard-là, il spécifie qu'il faut utiliser 4 technologies pour pouvoir concevoir un composant web. Alors la première technologie qu'on va utiliser, c'est le Custom Elements. Le Custom Elements, en fait, c'est des balises HTML personnalisées. Donc là, ici, je vous mets une petite liste non exhaustive de balises HTML. Donc on a body, p, h1, h2, etc. Et on se rend compte qu'en fait, les deux dernières, là, div et span, c'est des balises qui vont être génériques. C'est-à-dire qu'elles vont servir à délimiter des endroits dans notre code HTML, mais elles ne vont pas donner d'informations sur le contenu de ces balises. Par exemple, H1, je sais très bien que ça va être un gros titre à l'intérieur. Je sais que P, à l'intérieur, je vais mettre un paragraphe de texte. Donc c'est là que les Custom Elements arrivent, puisqu'en fait, grâce à notre Custom Elements, on va pouvoir placer notre composant web à l'intérieur de notre page. Et donc les Custom Elements, ça peut ressembler à ça. Donc l'idée, c'est que par exemple, si je veux créer un composant qui va m'afficher un super bouton, je vais pouvoir l'appeler super button. Ce qui est pas mal parce que on a un nom qui correspond, le nom de la balise correspond en fait à ce qui contiendra le composant. Si je veux me la jouer un peu LGBT et puis mettre du texte de toutes les couleurs et des licornes, je vais appeler mon composant Rainbow Text. Voilà. Donc
Donc là, je vous mets un petit exemple de à quoi ça peut ressembler un projet avec et sans custom element. Bah déjà, on voit à gauche, là, vous pouvez voir, je vais utiliser le laser parce que c'est stylé. À gauche, là, ça c'est une soupe de div. Alors la soupe de div, bah, c'est plein de divs qui contiennent elles-mêmes des divs et qui sont elles-mêmes contenues dans d'autres divs. Et en fait, ça c'est dégueulasse. Et on n'en veut pas. Et en fait, bah, c'est très souvent dans des pages web un peu compliquées, bah, on voit souvent ce genre de choses. Et bah, grâce au custom element, on va avoir un code qui va être plus lisible, plus facile à lire. Et en fait, même quelqu'un qui n'aura pas développé la page, et bah, il va pouvoir comprendre à quoi servent les balises à l'intérieur. Donc, si je résume un peu ce que je viens de dire, hein, les custom elements, ça va être une balise HTML personnalisée qui va nous servir à placer notre composant web à l'intérieur d'une page. La deuxième technologie dont je vous parlais, c'est le Shadow DOM. Et là, ces trucs-là, normalement, ils étaient centrés, mais apparemment, le destin fait qu'elles soient pas centrées. Donc, le Shadow DOM, il va nous servir à encapsuler le contenu de notre composant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, je vous montre un petit schéma avec le Light DOM et le Shadow DOM. Donc, ce qu'on appelle le Light DOM, c'est l'environnement de notre document parent. Donc, c'est la page dans laquelle on va appeler notre composant. Le Shadow DOM, c'est ce qui va servir à encapsuler notre composant. Donc, vous pouvez voir le Shadow DOM un peu comme une muraille qui va empêcher quoi que ce soit d'entrer ou de sortir du composant. Donc, par exemple, des sélecteurs JavaScript du document parent ne pourront pas accéder à un élément du composant. Par exemple, si je fais un getElementById à l'intérieur de mon document parent et que j'essaye d'accéder à quelque chose dans mon Shadow DOM, eh ben, ce sera impossible parce que le Shadow DOM, il protège. C'est intéressant aussi d'un point de vue du style, puisqu'en fait le style, le CSS qui est défini à l'intérieur de mon composant, eh ben, il ne sera valable qu'à l'intérieur de mon composant et il n'ira pas affecter le document parent et inversement. Donc ça c'est déjà très très fort parce que ça nous permet déjà une simplification du CSS. On n'aura pas à créer 36 000 classes et identifiants dégueulasses pour s'y retrouver. Et on va pouvoir avoir des feuilles de style plus maintenables. Alors le Shadow DOM, ça ressemble à ça. Là j'ai mes custom elements de mon composant. On voit qu'à l'intérieur, on a ce petit machin là, hashtag ShadowRoot. Et ça va définir que c'est la racine du Shadow DOM. Donc ça nous dit que ce qui est à l'intérieur, il est encapsulé. Et comme je viens de l'expliquer. Je vais vous montrer un petit exemple et on va revenir à mon application là, ma to-do list. Si j'observe un peu ma to-do list, je remarque que j'ai deux titres là, le titre de l'application que j'ai appelé My To-Do List, et puis j'ai un autre titre, c'est le titre de la liste. Et bien en fait, ces deux éléments-là, je leur ai donné une même classe CSS qui s'appelle Title. Ici et ici. Et on observe que malgré ça, chacun, elles ont leur propre style. Et ça c'est parce que dans mon document parent, je lui ai dit, tiens, la classe title, je vais lui mettre des gros caractères blancs sur un fond rouge. Et dans mon composant, je lui ai dit, non, ça va être des petits caractères bleus, comme ça là. L'idée là, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le Shadow DOM a empêché une interférence entre les deux styles. Et donc là, en fait, c'est deux styles complètement indépendants. Ce qui est dans le composant n'affecte pas le document parent, et inversement. Donc si je résume un peu ce que je viens de dire, le Shadow DOM, c'est ce qui va nous permettre d'encapsuler notre composant, de le protéger et de protéger le document parent de l'influence du composant. Alors, la troisième techno que je vais présenter, c'est les templates HTML. Donc en fait, les templates HTML, c'est ce qui va être le contenu de notre composant. En fait,
un template HTML, c'est du code qui va être réutilisable côté client. Donc c'est-à-dire que à l'intérieur de deux balises template, je vais mettre du contenu. Et ce contenu, on va pouvoir le cloner une ou plusieurs fois dans notre page. Donc ça va être du code réutilisable. Par exemple, quand j'en reviens à mon application, là, quand j'aurai besoin, j'en reviens à mon élément de task, le serveur, il m'envoie élément de task une seule fois. Et côté client, autant de fois que j'aurai de tâches dans ma liste, je le clonerai. Et ça permet une chose, ça permet une économie au niveau des fichiers envoyés par le serveur. Ça veut dire que le serveur, il m'envoie une fois l'HTML qui correspond à une tâche là, et c'est côté client, on va dupliquer ça. Plutôt que faire un gros fichier HTML, admettons si j'ai 1000 tâches dans ma liste, ça va commencer à peser un peu, alors que là, on envoie juste un seul template qui sera dupliqué côté client. Les templates HTML, c'est aussi quelque chose, c'est des balises inertes. Donc là, je vous mets un peu de code pour définir un template. On a des dépendances, du style et de l'HTML. Et ce qui est intéressant, c'est que les balises template ici, en fait, c'est des balises qui vont être inertes. Ça veut dire une chose, ça veut dire que le code qui est à l'intérieur, il ne sera lu et exécuté qu'une fois que j'aurai instancié mon composant à l'intérieur de ma page. Donc par exemple, si je mets un peu de JavaScript dans mon template, on se rend compte que tant que je n'aurai pas instancié mon composant, ce code-là ne sera pas exécuté. Donc là, je lui demande de faire une alert box, de mettre un petit pop-up avec un message à l'intérieur. Et ça n'arrivera qu'une fois que j'aurai instancié mon composant. Donc, si je résume un peu les templates HTML, c'est des balises qui vont être réutilisables et à la fois inertes. C'est-à-dire tant qu'on ne les a pas appelées, on n'exécute pas le code. La dernière techno dont je vais vous parler qui sert à nos composants web, c'est l'import HTML. Donc l'import HTML, c'est la techno qui va nous servir à importer dans notre page notre composant web. Donc je reviens à mon petit schéma. Notre composant web, il est défini dans un fichier HTML et à l'intérieur, on va lui mettre un contenu, du CSS pour le style et du JavaScript pour son comportement. Le truc, c'est que potentiellement, notre composant, il va avoir besoin d'être stylisé. Donc je vais pouvoir mettre, je vais peut-être avoir besoin de Bootstrap, par exemple, pour styliser mon composant. Et l'import HTML, en fait, il sert à ça. Il sert à prendre tout ce dont le composant a besoin pour fonctionner et on l'importe via un seul fichier. Voilà, c'est un peu le schéma explicatif de ce que je viens de dire. Donc, dans mon document parent, je mets juste un lien comme ça, là, link rel import et puis la source. Et tout ce dont a besoin là, notre composant, il sera empaqueté en un seul fichier et on n'aura pas à s'en faire à devoir importer ces dépendances avec. Ça règle un problème, c'est que il y a quelques années, on voyait des choses avec Bootstrap, par exemple, on pouvait utiliser des widgets Bootstrap, et pour ça, on avait besoin de plein de fichiers différents. Donc pour un seul élément, on avait besoin d'avoir des feuilles de style, le style là Bootstrap, 2 ou 3 scripts. Enfin, en fait, pour un seul truc, on avait besoin d'importer 5 fichiers, donc c'était un peu galère. Et donc, l'import HTML, ça permet à nos composants d'être facilement importables. Je vais faire un peu un résumé de ce que je viens de dire. Donc, les composants web, c'est des éléments facilement importables et facilement réutilisables dans nos pages. On va les importer dans le document parent grâce à l'import HTML. On le place dans la page grâce à une balise personnalisée, donc le custom element. Et on saura que de toute manière, son contenu là, il sera encapsulé via le shadow DOM. Donc c'est-à-dire que le style n'affectera pas la page parent, etc. Pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet,
on a des outils aujourd'hui qui nous servent à faire des composants web natifs, donc à savoir Polymer, que j'ai utilisé là pour mon projet, pour ma to-do list. On a aussi Sketch.js, Slim.js que je connais pas bien. En fait, c'est du sucre syntaxique qui va nous permettre de faciliter la conception d'un composant. Et en bas, là, on a des gros frameworks, plutôt ça une librairie, mais on a des frameworks populaires qui utilisent un peu cette notion de composant, mais à leur sauce. Et donc, c'est-à-dire que les composants, par exemple, que je crée avec Angular, bah, ils seront valables que dans un projet Angular. Donc, c'est un peu un problème au niveau de la réutilisabilité des composants. Pour ceux qui veulent encore creuser un peu le sujet, bah, je mets un peu ici des sources intéressantes. Alors ça, c'est le site du standard des composants, qui est très bien foutu. Ici, c'est le site de Polymer. Polymer, donc, dont je me suis servi pour faire le projet. Pluralsight. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Pluralsight, c'est un site de tutoriel, en fait, qui permet vraiment de creuser les technos. C'est un site autour de l'IT, en fait. C'est en partie gratuit pour les étudiants, et en fait, pour tous ceux qui veulent vraiment pousser leur veille technologique un peu loin, et ben, moi, je recommande Pluralsight. Ensuite, en quatrième, on a le GitHub de la W3C, donc, qui regroupe un peu les standards du web. Et en bonus, je vous mets le feed de JavaScript Daily. Donc ça, c'est un feed Twitter qui est très intéressant pour tous ceux qui suivent un peu l'actualité JavaScript. Et en méga bonus, je vous mets mon GitHub. Pour ceux qui veulent télécharger la to-do list et jouer un peu avec. Voilà. Et puis bah, faites-moi des retours, et puis testez, et puis faites ce que vous voulez en fait. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ouais, tu as parlé des imports pour les composants. Oui. Tu disais que tu pouvais importer des dépendances dans tes composants. Et si tu as différents composants qui importent la même librairie, est-ce que tu vas avoir une redondance? Est-ce qu'il va charger plusieurs fois Bootstrap, etc. Ça, c'est une question assez intéressante parce que bah, je vous ai dit que un des points forts des composants, c'est que ça permettait, via les templates, d'avoir une réduction de la taille des fichiers envoyés par le serveur. Et donc, effectivement, si plusieurs composants dans la page utilisent la même librairie Bootstrap, par exemple, eh ben non, on ne va pas importer plusieurs fois Bootstrap. Une fois qu'il est importé une fois dans la page, on a un système de cache qui va nous dire non, celui-là, il est déjà importé, plus besoin, et c'est pour ça que l'import HTML est fait de façon intelligente, quoi. Moi, j'ai une question. Oui. En quoi les web components sont en rapport avec ton PFI en fait? C'est l'InStyle, ça. D'accord. C'est en rapport avec mon PFI, tout simplement parce que moi, je suis plutôt voué à être un peu un techos. Et donc, il faut que je me tienne à jour de ce genre de choses. En fait, si j'arrive dans le monde du travail et que je ne suis pas capable de savoir ce que c'est qu'un composant web, je suis mal parti dans la vie. Et donc, comme moi, je me dirige plutôt vers un métier de développeur web, etc., je pense que c'est quelque chose qui était intéressant de creuser. Et c'est quelque chose d'actualité également. Oui, j'ai une question. Si tu dois faire une petite prédiction sur l'évolution du coup des frameworks Angular, React et Vue.js par rapport du coup à Polymer, est-ce que... C'est de l'autre côté, putain. Bah alors, en gros, est-ce que tu penses qu'ils vont conserver leur... c'est ultra gênant. Est-ce que tu penses qu'ils vont ils vont continuer à avoir leur propre, comme tu disais, les component-like, ou est-ce que tu penses qu'ils vont tourner comme Polymer vers une solution plus... Parce que, je reprends, mais si tu regardes juste par exemple Angular, ils embarquent ils embarquent tous
tout ensemble, contrairement à React, qui au contraire, lui, sépare plutôt en petits morceaux les composants. Alors, pour ce qui est d'Angular, en fait, Angular, c'est un vrai framework. Donc, il y a un tas de choses qui vont avec, qui te facilitent la vie. Là, le sujet aujourd'hui, c'était un standard qui permet d'utiliser les composants web de manière native. Donc, je ne pense pas que les frameworks comme Angular vont être amenés à disparaître, parce qu'en fait, ils ont leur propre manière de gérer le truc. À savoir que de toute façon, les composants web natifs, on peut les utiliser à l'intérieur d'un projet Angular, par exemple. En fait, c'est ça qui fait la force des composants web natifs. Après, les frameworks comme Angular, les librairies comme React, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients que les composants web natifs n'ont pas forcément. Merci. Bon, bah, merci Antoine, du coup. Merci à vous.